je ne sais pas s'il n'y aura jamais le jour. Euh, voilà, on a préparé cette journée avec le Gérontopole, donc et les équipes de Nathalie Barthes, que je salue. Et je suis très heureux d'ouvrir cette journée euh, sur ce sujet essentiel, à mon sens, pour l'avenir du système de santé, qui est la coordination entre acteurs, notamment au service des personnes âgées et jeunes. Des personnes en disant évidemment que les personnes âgées, ça va être un sujet de plus en plus important dans la population française, dans le système de santé dans les années à venir. Donc voilà, je trouve très bien de pouvoir réunir un certain nombre d'acteurs, le plus d'acteurs possible autour de ces sujets. On a préparé donc avec le Gérontopole, mais aussi beaucoup d'autres acteurs, sachant que le point de départ était une étude qui avait été commanditée notamment sous la houlette du CETAF, donc qui est aussi à Saint-Étienne, sur les hotlines gériatriques, et ça sera l'objet de la première table ronde. Mais évidemment, on élargit au-delà du sujet des hotlines à d'autres sujets de coopération ville-hôpital en regardant des initiatives qui parcourent l'ensemble de la région. Ce sera la deuxième table ronde. Et puis une troisième table ronde qui essaiera de faire de la prospective et de la synthèse sur l'ensemble de ces sujets. Voilà un peu le programme de la journée. Je vais redire un mot ensuite voilà, sur enfin, voilà, l'enjeu pour moi de ces sujets. Mais tout de suite, je tiens à remercier la puissance invitante qui nous accueille ici, c'est-à-dire les HCL et donc son directeur général, Raymond Lemoigne, qui est à côté de moi. Et je suis très heureux, évidemment, aussi que les HCL et par ailleurs l'Institut du glissement aussi soient complètement partie prenante à cette journée. Euh, les HL, on verra aussi dans le reste de la journée que d'autres CHU sont aussi présents, et notamment le CHU de Saint-Étienne. Hein, donc vraiment, c'est une journée avec des acteurs de l'ensemble de la région, hospitaliers, mais vous aurez aussi évidemment, enfin, des acteurs de la ville et des acteurs du médico-social. C'est vraiment une réflexion globale que nous souhaitons. Voilà, mais je vais tout de suite céder la parole à Raymond Lemoigne pour un petit mot d'accueil. Raymond. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, cher Dominique, monsieur le directeur général. Nous nous connaissons, c'est-à-dire que nous avons déjà travaillé un petit peu ensemble. Donc vous allez comprendre pourquoi je vais faire à plusieurs moments des clins d'œil. Vous avez compris que cette ville est une ville formidablement accueillante, avec une géographie qui se prête à la possibilité d'accueillir à l'heure, parce que tout était prévu, les facilités de stationnement, tout avait été magnifiquement maîtrisé, puisque la commande avait été pourtant celle d'un site facile d'accès. Il me semble que j'ai trouvé meilleur accès dans ce site à d'autres moments, donc il ne faut pas désespérer de la capacité de la cité à organiser ce type de manifestation. Alors, je salue tout le monde, évidemment, vos titres et qualités diverses, les responsables du Gérontopole, Madame la directrice, Madame la toute nouvelle directrice, chère Nathalie, évidemment les locaux du Sérail, c'est-à-dire les responsables de l'Institut du vieillissement des hospices civils de Lyon. Donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec Dominique Libaud sur les politiques sociales, les politiques sanitaires, et je crois, Dominique, qu'on partage l'idée sur laquelle une politique publique peut avoir les meilleures intentions du monde. À un moment donné, une politique publique, elle doit pouvoir être incarnée. Et pour être incarnée, elle doit pouvoir être incarnée dans des réalités sociales, dans des réalités de tous les jours, dans la pratique professionnelle, dans des pratiques interprofessionnelles. Et plus encore, on a le droit de considérer que l'on peut travailler aussi sur des retours d'expérience et sur essayer d'étudier ce que l'on fait, ces nouvelles organisations, ces nouveaux parcours, les nouveaux outils que l'on mobilise. Et de ce point de vue-là, je pense que si l'on veut être optimiste, je pense que l'outil Gérontopole, c'est-à-dire la capacité dans une région de rassembler des savoirs, des expériences issues du secteur hospitalier, du secteur médico-social, du secteur de la ville, du secteur autre, de la prévoyance, des collectivités territoriales, est une bonne façon de pouvoir aller au bout d'une vision moderne de ce que peut être un parcours ville-hôpital, ou plus largement d'un parcours de prise en charge de la personne âgée dans nos sociétés. De ce point de vue-là, je suis heureux
d'essayer de voir comment on peut essayer de travailler et d'apprendre sur les expériences des uns et des autres, sur les hotlines de gériatrique, sur les équipes mobiles, intra-hospitalières, territoriales, comment, à partir de travaux et d'observations, on peut essayer de repérer ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, les fausses promesses ou les promesses à réactiver, parce que nous avons besoin de retravailler sur ce type de questions. Alors vous me direz, ma petite pirouette consiste à vous dire la chose suivante, parce que je suis intimement convaincu. La meilleure façon de protéger l'hôpital, c'est de l'éviter. Et donc, la meilleure façon de gérer le parcours vie-l'hôpital est de développer l'ensemble des organisations qui permettent d'éviter le recours indu à l'hôpital, qu'il y a un recours qui peut être légitime, et ce que parfois on appelle dans la science, notamment pour nos travaux à nous, la prévention quaternaire. Ce n'est pas simplement une pirouette, ça veut dire que s'interroger sur les façons d'intervenir les plus précocement possibles, traquer les vulnérabilités, s'interroger sur les interventions qui permettent de soulager l'hôpital, c'est un savoir-faire, ce sont des organisations, ce sont des pratiques professionnelles, c'est un champ d'études et ce sont des politiques publiques à part entière. Et ces efforts-là, ces ressources que l'on mobilise, doivent être reconnus et rémunérés en tant que tels et doivent faire partir, y compris, je le dis ici, comme des terrains de formation, des terrains d'apprentissage des différents métiers qui sont les nôtres. Et on peut le dire tous ensemble, dont on dit, la meilleure façon de gérer un système de santé, ou un système de prise en charge de nos populations, c'est de déplacer le centre de gravité de notre système de santé vers le domicile. Et si on accepte ça, et si ce sont même les hospitaliers qui le disent haut et fort, on a peut-être la chance de passer le cap compliqué qui va être le nôtre, d'un vieillissement de la population, de besoins de santé qui vont se renchérir, d'un marché du travail qui est totalement atone, qui dysfonctionne, qui ne permet pas de remplir le capacitaire qui était pourtant celui qui nous était le nôtre. Et donc, si on veut essayer d'avancer, de considérer que l'hôpital, on lui a demandé trop de choses, que ce soit l'hôpital de proximité, que ce soit le CHU, que ce soit la clinique, au point qu'il en est devenu l'homme à tout faire, ce qui continue en plus la collectivité à lui demander des gains de productivité. La meilleure façon de gérer la crise de sens, c'est de réinventer des nouvelles formes d'intervention du système de santé et qui permettent le recours indu à l'hôpital. Et la personne âgée, c'est l'un des modèles les plus aboutis pour essayer d'avancer dans cette stratégie-là, parce qu'un certain nombre de professionnels ont déjà réfléchi sur la façon de mieux protéger la personne âgée. Donc, c'est très intéressant de voir comment vous allez procéder. Les Hospices civiques de Lyon, à la limite, ont d'énormes avantages, que c'est une structure gigantesque et ont une expérience, un recul de 10 ans, rapporté sur 3 groupements hospitaliers. C'est-à-dire comment, à partir d'une même institution, 3 expériences peuvent être racontées sur la mise en place de hotlines, à partir de savoir-faire, d'individus, d'histoires différentes, et comment, à partir de là, on peut essayer de mesurer ou d'apprécier des résultats intermédiaires ou autres, mais évidemment, je laisserai plus savant que moi le dire. J'ajoute qu'il y a d'autres champs de connaissances sur lesquels que l'on travaille, c'est sur les outils numériques. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau champ de travail où on nous demande d'investir l'évaluation d'outils numériques mis à disposition des professionnels des structures médico-sociales, mis à disposition des professionnels qui exercent en ville pour voir comment, à partir d'outils numériques, on peut évaluer un risque, une vulnérabilité et développer des stratégies ou développer des pratiques coopératives, puisque c'est exactement ce que l'on va faire tous ensemble. Alors, une fois que je vous avais interrogé, Dominique, sur, mais selon vous, quelles sont la place des gérontopoles dans les politiques de bien vieillir ou des stratégies d'accompagnement de la population? Vous m'avez dit, la première chose à faire, Raymond, c'est de faire en sorte que les Hospices civiques de Lyon reprennent la totalité de leur place au sein du gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense qu'avec les collègues médicaux et administratifs de l'Institut du Dispense, c'est ce qu'on fait, on le fait avec plaisir et avec beaucoup en plus de complicité avec la nouvelle direction du gérontopole. Et vous m'aviez ajouté une deuxième chose, vous m'avez dit, peut-être qu'il faut que le gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes trouve sa marque distinctive et différenciante par rapport à tous les autres gérontopoles.
On ne va pas refaire l'immense empire de notre ami Bruno Vellas, même si on peut être tenté. Ça, c'est pour les Toulousains de service, c'est-à-dire comme c'est un grand modèle, et puis qui nous a inspirés tous, ou qui parfois nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, l'une des propositions, mais ça a évidence à Nathalie d'y réfléchir tous collectivement, évidemment, avec les responsables médicaux et autres responsables de Gérontopole, pourquoi ne pas travailler précisément sur toutes ces stratégies ville-hôpital ou ces stratégies qui permettent de repositionner la juste intervention de ceux qui doivent intervenir en fonction de leurs compétences et qui n'ont pas vocation à être des intervenants universels, permanents et qui ne correspondent pas à la mission qui leur est dévolue. Je ne fais pas l'article en disant que la gériatrie, c'est la discipline qui permet le plus d'avancer sur ces logiques de vie-l'hôpital. La gériatrie au sens plus global du terme. Et de ce point de vue-là, il y a pour les médecins présents dans l'amphithéâtre une belle façon d'envisager, puisque c'est peut-être eux qui sont en train d'inventer le nouveau paradigme de la prise en charge à l'hôpital, et notamment de la prise en charge des maladies chroniques. Tout ça pour vous dire, Dominique, que vous aviez raison. Il faut que les hospices réinvestissent le Gérontopole, et il faut que le Gérontopole trouve sa marque différenciante par rapport à la totalité des Gérontopoles. Je vous souhaite une très belle journée. Il y a eu des difficultés d'accès au site, mais vous verrez après, le site est tranquille, au silence, très studieux, et ça donne envie d'apprendre. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Raymond. Je vais compléter un tout petit peu le propos. Puis alors j'annonce aussi qu'on aura un message de Jean-Christophe Combes, donc le ministre des Solidarités, juste après petit mot d'introduction et avant donc la première table ronde. Merci beaucoup Raymond de ce mot d'accueil. Effectivement, vous avez dit qu'on se connaît depuis un certain temps et c'est vrai. Et puis, mes remerciements parce que je disais, j'ai fait un rapport grand âge d'autonomie. En fait, la réalité, c'est que c'est Raymond qui a proposé mon nom, effectivement, pour faire ce rapport grand âge d'autonomie lorsqu'il était directeur de cabinet d'Agnès Buzyn. Et donc, j'en suis très reconnaissant parce que même si ce rapport n'a pas donné lieu à la grande loi que j'espérais, moi, il m'a permis d'investir ce sujet, effectivement, et d'aller plus loin. Et ensuite, bon, beaucoup d'acteurs me disent que ce rapport a quand même été un peu marquant, effectivement, pour un certain nombre d'orientations. Et il reste quand même pas mal évoqué tout ça. Donc voilà, donc merci Raymond, effectivement, pour m'avoir confié ce travail. Alors oui, un petit mot, les personnes âgées, enfin, plus que tout autre sujet, ils montrent une certaine forme d'inadaptation de notre système de santé aux réalités d'aujourd'hui et de demain de la santé de nos concitoyens. J'ouvre une porte, voilà, quelque chose de évidence. Et d'une part, le vieillissement de la population, il est en cours. Je rappelle qu'entre 2020 et 2030, les 75-85 ans, ils augmentent de 50% en France, de 50%. Donc c'est actuel et 75-85 ans, c'est déjà, c'est pas vous, enfin, c'est déjà une population qui a plus de pathologies, qui a plus de sujets. Mais évidemment, ce qui nous attend, c'est l'augmentation des plus de 85 ans à compter de 2030, où là, on aura donc plus 50% entre 2030 et 2040, et puis un triplement dans les années à venir. Et là, évidemment, des sujets non seulement donc sanitaires, mais des sujets sanitaires et sociaux et dépendance, évidemment. Et cette particularité, en tout cas cette chose qui est plus importante pour les personnes âgées, c'est la nécessité de bien articuler le sanitaire, le social, l'ensemble des sujets, et où ça interroge notre système de santé. Tous les rapports le disent, c'est que notre système qui effectivement était conçu plutôt pour les soins aigus avec la réforme de Bré, les grands CHU, il doit faire face à ces maladies chroniques, à ces pluripathologies, à ce vieillissement de la population, à cette volonté des gens de rester plus longtemps à domicile et qui correspond aussi à
ça va être clair aussi aux intérêts économiques de la nation, parce que je veux dire, ça n'a aucun intérêt de mettre effectivement des tas de gens dans des établissements où ils sont pas heureux et où ils n'ont rien à faire. Donc, il faut absolument qu'on fasse bouger notre système pour permettre cela. C'est une nécessité absolue et qui est d'une certaine manière renforcée par le vieillissement de la population médicale elle-même, hein, puisque le vieillissement, il affecte aussi la population médicale, et donc avec tous ces sujets de diminution pendant donc un certain nombre d'années du ratio médecin par rapport aux personnes qui ont besoin de soins en France. Et cette diminution de ratio est aussi un argument très très fort, évidemment, pour la coopération accrue entre acteurs et pour trouver des solutions collectives, puisque c'est effectivement mieux travailler ensemble. De certaine façon, c'est une des réponses à ces situations et à cette demande de nos concitoyens. Donc, voilà, cet appel à travailler différemment, à travailler ensemble, il est au cœur des réflexions sur notre système de santé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, notre système spontanément, et beaucoup d'éléments ne jouent pas dans ce sens. Faut bien dire. Alors, je parlais des organisations, effectivement, assez atomisées au sein de la ville, avec donc des gens qui travaillent plutôt en solo au départ. Alors, on connaît toutes les tentatives pour faire des maisons, pour faire prospérer des maisons plus professionnelles de santé, plus récemment les CPTS, structuration des soins primaires, donc c'est un sujet tout à fait fondamental. Donc, un problème d'organisation. L'hôpital lui-même, traditionnellement, se vivait un peu comme j'entre à l'hôpital, j'en sors et je suis responsable de la personne quand je suis à l'hôpital. Et le sujet de la je suis un acteur d'une stratégie populationnelle est quand même un sujet de plus en plus fort pour l'hôpital. Il y a une réflexion, comme vous le savez, sur la T2A. La T2A a beaucoup de mérite. Si elle a un inconvénient, c'est peut-être effectivement d'inciter effectivement à intervenir dans l'hôpital. En tout cas, c'était en tout cas dans la façon dont elle a été mise en place, parce qu'on pourrait très bien concevoir une valorisation plus grande de la coopération entre acteurs, mais c'est pas tout à fait ce qui a été produit. Donc, on voit bien que, encore une fois, les organisations, le financement ne pousse pas forcément à ça. Le financement aussi, je parle du côté des professions de santé libérales, puisque le système repose essentiellement sur des conventions, on négocie des rémunérations d'actes, et cette forme même de production de la valorisation des actes n'est pas spontanément extrêmement favorable à la valorisation du travail en commun, même s'il y a eu des efforts pour aller dans ce sens. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à bouger et beaucoup d'acteurs. On parle aussi des formations, mais là, d'autres dans la salle sont plus placés que moi, mais des formations initiales avec souvent la perception que les formations initiales, même aujourd'hui, ne préparent pas encore suffisamment au travail ensemble avec les autres acteurs sur un territoire. Donc, beaucoup de choses à bouger. Et effectivement, alors, pour autant, une fois dit ça, il ne suffit pas d'une baguette magique ne va pas permettre de bouger l'ensemble du système. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est effectivement, et les pratiques professionnelles, ce qui se passe sur le terrain, et c'est ça qui est essentiel, c'est évidemment essayer de favoriser un certain nombre de pratiques et de les accompagner pour faire en sorte que peu à peu, elle bouge le système. En tout cas, voilà, c'est grosso modo la stratégie qui a été mise en place en France et qu'on essaye de poursuivre avec des expérimentations. On pense notamment aux articles 51 qui poussent à ces types d'expérimentations. Le sujet sans doute maintenant étant dans les années à venir comment ce qui est encore expérimental peut devenir le droit commun de fonctionnement de notre système de santé. Voilà. Un peu, à mon sens, notre journée d'aujourd'hui se situe à un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, mais il y a sans doute à réfléchir sur comment on fait évoluer ça vers quelque chose qui se généralise dans l'ensemble du système. Voilà. C'est pour ça que je pense que cette journée est très utile, et donc à la fois ce regard hotline qu'on verra dans la première
table ronde, ce regard plus croisé d'initiatives de coopération dans la deuxième table ronde, et puis cette réflexion sur l'avenir dans la troisième table ronde. C'est notre programme d'aujourd'hui, et je pense vraiment qu'il est tout à fait utile dans l'état de notre système de santé. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, moi, je propose, Nathalie, peut-être maintenant qu'on passe le message de Jean-Christophe Combe, donc avant la première table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'intervenir à l'occasion de cette journée d'études. Vous avez choisi un thème essentiel, celui des parcours, qui est au cœur du défi du vieillissement que nous sommes en train de relever. En 2030, le visage de la société aura changé et nous devons le voir comme une opportunité. Une opportunité à laquelle nous devons tous nous préparer. Tel est le sens de l'action du gouvernement. Mais le gouvernement n'agit pas seul ou de manière descendante. Il agit pour vous et avec vous, et c'est pour cela que le colloque qui vous réunit aujourd'hui est essentiel. Il y a quelques semaines, j'ai présenté la réforme du grand âge que nous poursuivons depuis 2020 et la création de la branche autonomie de la sécurité sociale. Certaines mesures relèvent de la loi et seront donc inscrites dans la loi. Nous avons commencé à examiner une proposition de loi qui comporte des mesures très concrètes. Je pense notamment à la généralisation du programme ICOP pour être plus actif dans le repérage des fragilités, à la création du service public territorial de l'autonomie pour mettre fin au parcours du combattant pour les personnes âgées et les aidants, et j'y reviendrai dans un instant, ou encore à la création d'une carte professionnelle tant attendue par les aides à domicile. D'autres mesures relèvent du financement et elles seront donc inscrites dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et enfin, d'autres mesures ne relèvent pas de la loi, elles seront inscrites dans la feuille de route sur le bien vieillir qui sera interministérielle et pluriannuelle et que je vous présenterai fin juin. En quelques mots, je souhaite zoomer avec vous sur le futur service public départemental de l'autonomie que nous avons adopté à l'Assemblée nationale. C'est pour moi l'une des clés de réponse à la question du parcours des personnes âgées. Cette mesure, nous la devons à la grande concertation que nous avons conduite jusqu'en 2022, grâce à vous, cher Dominique Libaud. Ces travaux ont traduit ce que beaucoup de Français ont ressenti un jour pour eux-mêmes ou pour accompagner un proche. Obtenir une information ou une réponse est une immense complexité pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou leurs aidants. L'information est dispersée à de nombreux endroits. Les réponses des professionnels des différents guichets sont trop cloisonnées et peu coordonnées. Les attentes des personnes ne sont pas suffisamment prises en compte et elles ne sont pas suffisamment écoutées ou accompagnées. Alors pour mettre fin à ce parcours du combattant, il faut désigner un chef de file. Un chef de file qui soit responsable des parcours et de leur fluidité sur les territoires et qui garantisse aux Français une réponse complète et coordonnée de tous les acteurs à leurs demandes. Il a paru naturel et légitime que le conseil départemental soit positionné comme ensemblier des politiques de l'autonomie. Très concrètement, le service aura pour mission de faciliter la vie des Français dans 4 domaines. Premièrement, garantir l'accueil, l'information, l'orientation et la mise en relation des personnes avec le bon interlocuteur. Deuxièmement, attribuer les prestations dans des délais rapides. Troisièmement, appuyer les professionnels du social, du médico-social et du sanitaire qui doivent répondre aux besoins des personnes, même les plus complexes. Et enfin, quatrièmement, réaliser les actions de prévention et d'aller vers les plus vulnérables. Ce service public sera composé de tous ceux qui font les politiques de l'autonomie dans le département. Je veux les citer car nous réussirons si tous coopèrent. Conseil départemental, communes et groupements, agences régionales de santé, rectorat, services publics de l'emploi, établissements et services médico-sociaux, établissements de santé, dispositifs d'appui à la coordination, communautés professionnelles territoriales de santé, organismes locaux de sécurité sociale, maisons départementales des personnes handicapées, maison départementale de l'autonomie et maison France Service. Nous aurons réussi si, quel que soit le point d'entrée choisi par les usagers, les acteurs collaborent entre eux pour lui apporter une réponse sans le renvoyer de guichet en guichet. Nous aurons également réussi si cette nouvelle approche nous permet de surmonter enfin le clivage entre le sanitaire et le médico-social. La loi n'est pas encore adoptée et les discussions à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, doivent se poursuivre.
Néanmoins, au vu de l'entrée en vigueur annoncée pour le 1er janvier 2025, j'ai demandé à la Direction générale de la cohésion sociale et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de commencer à lancer prochainement les concertations sur le cahier des charges. Naturellement, j'ai souhaité confier à Dominique Libaud le pilotage de ce comité d'orientation et je le remercie une nouvelle fois pour son investissement sur le sujet. C'est la concertation qui a fait émerger cette idée et c'est encore par la concertation que nous la mettrons en œuvre. Ce cahier des charges sera donc intégralement construit avec les départements bien sûr, mais aussi avec l'ensemble des acteurs. Vos échanges de la journée sur les parcours éclaireront cette mise en œuvre, car j'ai coutume de dire que ceux qui savent, ce sont ceux qui font. Je vous remercie et je vous souhaite des échanges fructueux.